Donc, qu'est-ce que c'est que temporal? Alors, c'est pas forcément facile à décrire. C'est une plateforme d'exécution de tâches asynchrone. Donc, c'est pas tout à fait un moteur de workflow comme on pourrait s'y attendre, ou enfin comme des gens on pourrait en parler en fait, parce que c'est pas juste un moteur, c'est vraiment une plateforme. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous allez devoir déployer ou utiliser sur le cloud pour pouvoir faire cette gestion de tâches asynchrone. Donc les points que eux ils mettent en avant, c'est la résilience, le fait qu'il soit open source, il est disponible en SaaS ou en self-hosted, et il est basé sur de l'event sourcing, mais ça on en parlera un peu plus tard. Temporal, du coup, c'est une plateforme. Cette plateforme, on peut interagir avec elle, donc avec plein de SDK. Donc le cœur du SDK, il est en Rust, mais je crois qu'il n'y en a pas de support officiel aujourd'hui, mais ça va être bidouillable. Go, Java, PHP, Python, TypeScript, .NET. Donc déjà, ça fait quand même un sacré panel de langages qui peuvent du coup s'inscrire sur cette plateforme-là. Et du coup, Temporal, c'est aussi une CLI, donc qui va servir à la fois de client et aussi d'un petit serveur local, et une UI, du coup, qui va vous permettre de visualiser vos workflows, etc. Et typiquement, si je fais ça correctement, donc pour lancer un serveur temporal en local, tac, j'ai un serveur temporal. Voilà. Je vais vous le montrer peut-être. Tac. Donc ça, c'est la web UI. Donc là, j'ai rien qui tourne, machin, mais j'ai un serveur temporal qui écoute sur le port 7233 en gRPC. Et voilà, donc je peux commencer à faire du développement, à gérer des workflows, etc. en local, donc avec juste une petite commande. Hop. Tac, donc d'où ça vient? Ça a été créé par deux personnes en 2019. Donc je vais écorcher leur nom, mais Maxime Fativ et Samar Abbas. Donc qui sont ces personnes? Maxime, c'était un tech lead chez Amazon Single Queue Service, un SQS. Voilà, il a été rejoint par Samar, et à tous les deux, ils ont créé Amazon Simple Workflow Service, donc la gestion des workflows d'Amazon. Voilà, Samar il est parti chez Microsoft pour créer la gestion des tâches asynchrones chez Microsoft. Le framework de gestion. Après, ils sont tous les deux rejoints à Uber. Ils ont créé Cadence au sein d'Uber. Et après, ils ont décidé de forquer et d'en faire une société à part. Voilà, tout en gardant Temporal open source en 2019. Donc voilà, les gens qui ont créé ça, les moteurs de workflow, ils s'y connaissent un petit peu. Voilà. Voilà. On va aller quand même assez vite sur les concepts, mais bon, c'est pas forcément facile à expliquer, mais voilà. Donc il y a trois, on pourrait même en rajouter un quatrième, mais bon, on a trois concepts de base atemporales. Il y a les activités. Donc les activités, c'est ce qui vont faire les actions métiers. Donc si vous êtes habitué à des gestions de tâches asynchrones modélisées, par exemple, c'est ce qui va correspondre aux petites boîtes dans les BPMN. Donc c'est le fait de faire des actions. Donc ça, c'est les activités. Donc ça encapsule de la logique métier. Ça peut être rejoué de manière automatique. Enfin, ça va être rejoué d'ailleurs de manière automatique en cas d'erreur, sauf contre-indication. Et ça peut être complètement indéterministe. Donc là-dedans, vous allez pouvoir faire des calls DB, des calls API, etc. Sans aucun problème. Voilà. La deuxième notion importante, c'est le workflow. Donc le workflow, c'est quelque chose qui va orchestrer des activités, du coup. Et du coup, ça va déterminer si on exécute telle ou telle activité dans certaines conditions. La seule contrainte des workflows, c'est qu'ils doivent être déterministes. On verra après pourquoi, je vais vous l'expliquer. Voilà, il faut bien retenir activité indéterministe. Donc ça, on peut faire des calls, des effets de bord, tout ce qu'on veut. Les workflows en tant que tels, eux, ils doivent être déterministes. Voilà. Et une troisième notion importante, c'est le worker. Et le worker, c'est en fait l'application qui va exécuter les workflows et les activités. Voilà. Et ces workers, ils écoutent sur une queue qui est gérée par Temporal, que vous ne voyez pas, mais vous créez un workflow, il va aller sur une queue. Le worker, il va prendre cette queue-là et il va exécuter ce qu'il peut faire dessus.
Voilà. Et la notion en fait un peu plus abstraite, c'est la tâche. Où, en fait, une activité et un workflow pour temporal, c'est une tâche. Voilà. Tac, donc une activité. Moi, je fais du Go. Qui fait du Go dans la salle? Ah, quand même pas mal de monde. Voilà, ça se lit correctement. Hein. Le but, c'est juste vous montrer, je vais tout vous expliquer. Mais en gros, une activité, c'est une fonction. Là, je fais un call HTTP. J'aurais pu faire juste de l'évaluation pure. Il n'y a rien de très spécifique. Donc, il faut juste prendre un contexte. Et après, on peut prendre un input et rendre un output et une erreur classiquement. Donc ça, on fait notre code métier dans cette fonction-là. Voilà. Et un workflow, c'est aussi une fonction. Voilà, qui va exécuter des tâches. Donc là, j'ai pas fait de if, j'ai pas fait de boucle, etc. Mais tout est autorisé en fait. Il n'y a aucun problème avec ça. On peut faire des if dans des workflows. Ça reste du code en fait. Tac, et un worker, c'est juste ça. Donc en fait, on instancie un client temporal, on instancie le worker, on peut lui mettre de la petite configuration là. Et après, on enregistre le workflow. Donc ça, on registre notre fonction pour qu'elle puisse être exécutée par le worker. On registre nos activités et après on lance le worker. Voilà. Donc on a parlé de workflow déterministe. Donc ça, c'est quelque chose qui va être... Si vous allez sur la doc officielle de temporal, ça va vous être rappelé plein de fois parce que c'est obligatoire. Un workflow ne peut pas être non déterministe, sinon ça va cracher, vous aurez des erreurs. Donc pourquoi ? Ça, ils mettent un peu de temps avant de l'expliquer, ils n'expliquent pas forcément. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les workflows, c'est du code. C'est une fonction. Et comment on... du coup, si on a une fonction, comment on peut endormir un workflow ? C'est une fonction. Enfin, on ne peut pas arrêter une fonction en plein milieu de son exécution comme ça. Comment on reprend à telle activité ? C'est-à-dire que mon worker, je lui ai dit, il s'endort, ou alors mon worker, carrément, je l'ai kill sur une instance... et je l'ai redémarré. Comment mon workflow il va reprendre à la 10e activité? Ou voilà, comment un worker il peut prendre un workflow, il peut continuer d'exécuter un workflow qui a déjà été démarré par un autre worker. Ça en fait c'est un principe tout con. En fait, c'est juste que les workflows quand ils ont besoin, ils sont rejoués par les workers. Donc ils sont rejoués. Donc à chaque activité que vous allez faire, donc à chaque démarrage de workflow, lancement d'activité, fin d'activité, etc., en fait, temporal, il va stocker des events. C'est pour ça que je disais qu'il était event sourced. C'est qu'en fait, lui, il va tout stocker sous forme d'event. Et en fait, quand un worker, il dit « moi, je m'endors, j'ai fini là, le workflow, là, il doit s'endormir, il doit s'arrêter, il reprendra plus tard », et le plus tard, c'est potentiellement un autre worker qui va le prendre. Et comment il va pouvoir le prendre ? Il va reprendre, lui, il est capable d'exécuter cette fonction-là, il va reprendre la fonction, et il va aller chercher les événements qui ont déjà été joués un par un, et il va lancer l'exécution, et à chaque fois, il va reprendre l'event. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe si votre workflow il est non déterministe ? Ça veut dire que potentiellement, quand il va vouloir rejouer, à un moment, lui, il va avoir un event d'une activité et, dans sa base, et là, il va dire... bizarrement, là, on m'a demandé de lancer une autre activité. Et là, il va dire, moi, je ne sais pas faire. Je n'ai pas l'historique. Je ne sais pas pourquoi tu me demandes de faire ça alors que dans mon historique, je n'ai pas ça. Donc là, il va cracher. Enfin, il va cracher. Il va envoyer une erreur. Il va dire, non, le workflow, il a une non déterministique error. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a une notion importante de déterministe dans temporal et que vous l'aurez, si vous vous renseignez un petit peu, vous l'aurez très très vite. Voilà, donc comment ça se compose temporal ? Du coup, on a le cluster, donc c'est pour ça que je parlais vraiment de plateforme, c'est une plateforme qu'on déploie. Donc tout n'est pas, c'est pas un moteur qu'on embête dans notre application et qui gère tout. Comme ça, c'est vraiment un cluster, une plateforme qui va gérer ça pour vous. Donc on déploie les services de temporal, donc qui sont découpés en quatre microservices. Donc on a le front-end qui va servir à enquiller toutes les requêtes de tous les clients. Donc c'est vraiment le point d'entrée du service temporal. Voilà. Le service historique, qui lui va s'occuper de... d'abord le matching. Le matching, lui, va s'occuper d'orchestrer et de mettre sur les queues. Donc c'est-à-dire quand un worker, il dit « moi, je veux travailler sur telle queue », c'est le matching qui va dire « hop, là, tu te branches sur ces événements-là ».
Quand on crée un workflow, on lui indique une queue sur laquelle on veut schedule ce workflow-là. Et ben, du coup, c'est le matching qui fait ce service-là. Donc voilà. Pourquoi ils sont découpés? Parce qu'en fait, en fonction de la charge, potentiellement, chaque service ne prend pas le même load. Et le service history, lui, c'est celui qui prend le plus cher. Lui, c'est lui qui va stocker tous les events en DB. Donc vraiment, à chaque fois qu'un worker il fait quelque chose et qu'il registre un event, il dit « moi je registre un event, ça passe par le service history ». Donc ce que je me disais sur ce schéma-là, c'est qu'en fait, c'est le cluster temporal qui va gérer les retries, les timeouts et les queues. C'est-à-dire que vous, en tant que développeur applicatif, on ne gère pas ça. On peut le configurer, on peut dire moi je veux que telle activité retry que 5. Voilà, mais le code du retry, c'est pas nous qui le gérons. C'est Temporal qui le gère. Voilà. Et pareil, si on veut endormir un workflow, réveiller plus tard, etc., c'est lui qui gère. Donc nous, qu'est-ce qu'on a à coder de notre côté? C'est notre application business avec nos petits workers dans notre coin. Du coup, on va pouvoir définir nos workflows et nos activités et les scaler autant qu'on veut. Et toute la partie répartition, etc., c'est lui qui va le faire au niveau du cluster. Et il y a un petit worker au sein du cluster temporal. Donc ça, c'est pour tous ces workflows internes que nous, on ne voit pas. Donc si on veut faire de la suppression, par exemple, etc., il y a plein de tâches que lui, il fait en fond, que nous, on ne voit pas et qui ne sont pas des workflows userland. C'est pareil, il a son propre worker, en fait. Voilà, donc comment ça marche? Donc là, je vais aller, on va procéder un peu plus dans le détail. Donc moi, utilisateur, je veux créer un workflow. J'envoie du coup au front-end, crée-moi un workflow. Hop. Le cluster, il va stocker l'event comme quoi il y a quelqu'un qui a schedule un workflow. Hop. Ensuite, il envoie. Ça, c'est pas, vu que c'est du gRPC, je ne sais pas dans quel sens vraiment ça fait, mais voilà. Il y a une connexion qui est faite avec un worker qui dit exécute le workflow. Ok, le worker, il va exécuter le code du workflow. Il va dire ah, là, j'ai une activité à faire. Et il ne va pas forcément l'exécuter, l'activité. Ce qu'il va faire, c'est dire, je schedule une activité au cluster, et après, mon activité, en fait, elle peut être très bien processée dans un autre worker. Voilà, parce qu'en fait, c'est des tâches. Et les workers, ils exécutent des tâches. Un workflow, c'est une tâche, une activité, c'est une tâche. Et il y a moyen de lui dire, fais ton activité là où ton workflow il a été démarré, mais ce n'est pas le fonctionnement de base. De base, il revient tout sur le cluster, et après, il repart. Donc comme ça permet vraiment de répartir la charge au maximum. Donc on peut faire énormément de traitements en parallèle si on veut. Voilà. Et du coup, le worker 2 il va exécuter le code. Il va dire j'ai tel résultat. Hop, on stocke l'event, on continue de process le workflow, etc., etc. Et en fait, ça se voit. Donc ça, c'est une version un peu plus vieille de l'IHM. Elle a un peu changé, mais ça ne change pas grand-chose. Donc ça se lit du bas en haut. Et on voit que là, on avait fait une activity before, une activity qui s'appelait activity before all, une activity qui s'appelait activity before, et après on a fait un get domain report from OVH, et hop, ça la schedule, ça la start, ça la completed. Tout ça, c'est des events. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie résumée de ce que c'est que temporal. Là, on va partir sur mon cas concret. Donc c'est là que ça commence à être sympa. Donc moi, je fais partie de l'équipe domaine d'OVH. Donc on gère 5 millions de noms de domaine. Et on a 37 types de workflows différents. Donc vraiment des workflows métiers différents. 37 types. Pour chaque workflow métier différent, on peut avoir jusqu'à 5 ou 6 implémentations différentes. Ça monte assez vite. Voilà, on a 2,8 millions, on avait en tout cas avant, 2,8 millions d'exécutions de workflow par mois, et dont 320 000 à peu près se faisaient dès le premier du mois. Voilà, et on parle avec des gens qui ont des rate limits potentiellement assez vénères. Donc on a un vrai goulot d'étranglement sur l'exécution de certaines activités. Voilà, on a une API qui est exposée aux clients.
Donc c'est-à-dire que ce qu'on nous on appelle des workflows business, en fait c'est des opérations que potentiellement le client a en visibilité et peut même faire des actions dessus. Voilà, customer interaction. Et potentiellement, c'est des tâches qui peuvent être annulées et qui peuvent donner lieu à un remboursement potentiellement. Donc le fait de ne pas avoir réussi à faire certaines choses, ça va entraîner d'autres choses. Voilà, et comme contrainte, du coup, nous, on voulait... voilà, parce que j'ai oublié carrément d'expliquer le contexte. En fait, nous, on a un moteur workflow legacy en Perl, et l'optique, c'était d'en trouver un nouveau. Voilà, donc, on a étudié plusieurs trucs, et en fait, à OVH, il y avait du temporal déjà sur certaines équipes, et il y avait vraiment une émulsion, donc on s'est dit, tiens, on va tester, et du coup, sauf que on s'est posé ces contraintes-là. C'est-à-dire que nous, on voulait garantir l'expérience SRE, donc tout le débugage, etc., donc les gens qui fixent les problèmes, fallait qu'ils puissent quand même le faire avec les nouveaux workflows temporales. Du coup, il fallait que ce soit compatible avec les outils. Il fallait que le client, lui, il ne voit pas la différence d'un point de vue API externe. Il fallait qu'on soit capable de rate limiter parce que, comme je dis, il y a des providers qui ont des rate limits assez vénères et on ne voulait pas les bourrer. Donc, il faut qu'on puisse gérer le cancel et le fait de rembourser. Et de notre manière de faire, en fait, il fallait qu'on puisse faire tomber en erreur les workflows et pour pouvoir les analyser, les diagnostiquer, les visualiser et les réparer. Et au début, on ne voulait pas de retry automatique non plus parce que, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que on voulait le lancer sur le renew. Parce qu'on s'est dit, voilà, nous, on gère 5 millions de noms de domaines. Les OP qui arrivent au début du mois, en fait, c'est les renew des gens. C'est les auto-renew OVH. Et du coup, c'est là où on avait des vrais problèmes de charge. Parce que du coup, se prendre 320 000 OP en moins d'une journée sur des robots Perl, ça avait un peu de mal à scaler. On avait quelques problèmes. Donc on s'est dit, c'est pas des workflows métiers très compliqués. Par contre, c'est extrêmement critique. Mais c'est pas très compliqué. Donc on a commencé par ça. Donc moi, je prends toutes ces contraintes-là. Je vais voir toutes les équipes qui font du temporal OVH. Et puis j'étais là... ah bah non, nous on fait pas ça, on n'a pas ces contraintes-là, nous. Et du coup, j'étais là, ok, mais c'est pas grave. On a quand même, voilà, un moment, on va pas rester en peur ad vitam aeternam. Donc ça, c'était l'architecture telle qu'elle était avant. Donc en tant que client, je vais sur l'API OVH et j'ai masqué un peu certaines étapes, mais globalement, on va taper des données en DB. Voilà, ces données en DB, c'est des opérations qui sont mises à jour via des scripts qui sont en cron, qui étaient en cron. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on a dit? Comme j'ai dit, on va faire le renew. On garde la base existante, parce qu'on a bien vu que globalement, les clients, ils ont quasiment accès direct. Et du coup, on va utiliser temporal que comme vraiment un moteur. C'est-à-dire que le principe de nos workflows temporels, c'est qu'ils vont faire avancer ces opérations métiers, comme les scripts Perl faisaient avancer ces opérations métiers. Donc on garde le même fonctionnement, en fait, mais avec un engine différent et un paradigme différent. Donc voilà. Et du coup, les actions vont être... Du coup, comment on va pouvoir faire ça? En fait, on va créer un nouveau service devant, plutôt que de brancher directement sur la DB. On va brancher un nouveau service devant, et toutes les interactions vont passer par ce service-là. Voilà. Et du coup, les workers, en fait, on va les faire se synchroniser avec la base de données. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas avoir à écrire toute cette méta de synchronisation avec la DB, de faire avancer cette opération métier. J'ai pas envie que quand j'écris un robot qui doit faire du métier, toute cette partie de synchronisation-là, je doive le faire à la main. Voilà. Donc ça, c'était un des vrais trucs. Et du coup, comment on fait ça? En fait, on va utiliser un autre concept qui est un peu caché dans Temporal, qui est pas vraiment documenté.
et ça s'appelle les intercepteurs. Voilà. Et du coup, on a aussi décidé de faire l'annulation via des intercepteurs, j'en parlerai après. Et en fait, on a vu qu'on pouvait limiter les activités parce que en fait, on peut décider de schedule certaines activités sur d'autres queues qui, elles, sont rate limitées. Donc en fait, on a dit, OK, c'est possible de rate limiter pour éviter justement qu'on bourre les providers externes. Donc un intercepteur, c'est quoi? En fait, ça ressemble un peu comme un middleware ou un peu comme de l'aspect, des annotations, un décorateur en Java, par exemple. Voilà, ça va se greffer sur les cycles de vie des workflows et des activités, et ça va permettre de rajouter du code. Donc celui de base de Temporal, l'intercepteur de base qui est implémenté dans Temporal, c'est les métriques. Donc on a vu, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais quand j'ai lancé le serveur de dev, en fait, ça a lancé aussi les métriques. Donc il y avait un slash métrique. Voilà, donc il y a déjà une implément de base qui fait ça. Donc ça va nous permettre ça permet en fait de rajouter des comportements sur des trucs de cycle de vie, mais aussi carrément de bypasser ou de remplacer. On verra si j'ai un peu le temps, mais concrètement, si jamais le workflow envoie une erreur, nous, on peut très bien dire, non, mais en fait, l'erreur, c'est pas grave. C'est pas grave, tu te mets à done et on n'en parle plus. Donc voilà, ça peut aller extrêmement loin, et par contre, c'est pas très documenté. Donc il y a des exemples de code, mais il n'y a pas vraiment de doc officiel dessus. Mais c'est tellement violent. Voilà, donc c'est un peu cette tête-là. Donc là, par exemple, j'ai mon petit intercepteur là, qui override l'affection execute workflow. Donc là, je me retrouve avant l'exécution d'un workflow. Et du coup, là, je peux rajouter mon code. Donc là, un petit hook de pré-exécution, mon exécution de workflow. Si jamais j'ai une erreur, un petit hook de gestion d'erreur. Et si j'ai pas d'erreur, un petit hook a posteriori de post-exécution. Voilà. Et ça, on peut le faire dans quasiment toutes les méthodes du SDK, qui a trait à des workflows ou des activités. Donc, première étape. Hop, on introduit un petit microservice qui gère les tasks, pour plus avoir de lien direct avec l'ADB en dur. Voilà, on branche les scripts dessus, on branche l'API dessus, donc ça devient la seule source de vérité pour la gestion de nos tâches. Hop, et ensuite, tac, on met un petit feature flipping pour dire, en fait, si vous êtes sur telle extension, en fait, le workflow qu'on va créer, on va créer et la tâche et le workflow temporal. Et après, on a nos petits workers temporals qui vont traiter ces workflows temporals, donc avec le cluster, et mettre à jour la DB via ce microservice de tâche. Donc on fait ça, tranquille, on met en prod. Donc première prod, migration du point info. Donc ça, comme je dis, on l'active avec du feature flipping, donc on l'active que sur le point info. Donc petite charge, donc 5000 OP par mois, ça va, c'est tranquille. Donc aucun problème. Voilà, quand je dis encore un problème, il y a eu quelques petits couacs, mais rien de très voilà, c'est plus des canons gérés qu'autre chose. Voilà, mais on n'a pas de problème majeur, tout se passe bien. Voilà, jusqu'au 1er du mois. Et là, 1er du mois, on a des doublons. Je rappelle que c'est sur des opérations de renew. Voilà. Donc voilà, en fait, on a perdu plein d'argent, on a fait faillite, OVH a fermé. Puis... Non. non. Donc on a des doublons, et en fait, déjà, les doublons, ils étaient causés par le microservice de task et pas par temporal. Donc c'est pas la faute de temporal. Et surtout, les doublons, on a été sauvé par un truc dont tout le monde parle, mais moi que j'aime bien délayer pour l'effet de surprise, l'idempotence des workflows. Donc en fait, quand on a fait notre migration de workflow, on n'a pas juste pris le code tel qu'il était et mis un temporal, on s'est dit comment on peut faire en sorte que quand notre workflow, on le reset de zéro, et en fait, on n'offre pas des années aux gens. C'est du renew, donc ça coûte... voilà, c'est très facile, hein, en tout cas, dans les robots Perl, c'était assez facile d'offrir des années aux gens. Pas se mentir. Voilà, c'est plus le cas, désolé.
C'est plus le cas. Et du coup, en fait, voilà. Donc, en fait, les workflows, ce qu'ils font, c'est qu'avant d'envoyer, ce qu'ils faisaient quand on les apprenait, c'est avant d'envoyer la requête de renew, on s'assurait qu'il y avait bien un renew à faire déjà. Voilà. Donc ça, on le faisait avant, mais il y avait quelques sections critiques des robots legacy qui, si on resetait précisément à cet endroit-là, eh ben, la vérification n'était pas faite. Mais ça, le robot de base, il ne le faisait pas, mais une action manuelle pouvait très bien faire ça. Donc là, plein de doublons, donc un petit peu la petite goutte, la petite sueur, mais le mécanisme qu'on a mis pour vérifier, il marche. Du coup, bah, pas de truc. Donc on a tout... Mais du coup, on a tout enlevé les doublons, on a tout fait passer. C'est passé crème. On a corrigé le fait que le problème original sur le service de task, qui ne créait pas vraiment de doublons, mais c'est juste que quand il arrivait à créer une opération, un workflow, il disait « j'y arrive pas parce qu'il y a un endroit où il y a un truc qu'il n'arrivait pas à faire ». Et du coup, il dit « non, l'opération n'a pas été créée ». Bah si. Voilà. Donc ça, on l'a corrigé assez rapidement. Voilà. Puis tout est bien passé. Et on se dit bah, « c'est bon ». Voilà, on a corrigé les gros problèmes. Voilà, on passe à la vitesse supérieure. Donc là, .fr. Donc .fr, 2,5 millions. Donc si on fera 2,5 millions divisé par 12, voilà. Donc on avait environ 125 000 OP par mois. Rate limit, du coup on s'est dit, 125 000 OP par mois, dont une grosse partie est fait le premier du mois. On avait, je crois, moins de 10 connexions à la FNIC, même s'ils peuvent enquiller la FNIC, c'est pas très grave, mais quand même. On s'est dit, bon, on va rate limiter. Donc c'est là qu'on a mis en place cette mécanique pour pouvoir rate limiter par activité. Voilà. Encore une fois, on prod, pas de problème. Ça marche très bien, ça prend le... Voilà, premier du mois. Voilà. Mais en fait, voilà, c'est pas que ça a explosé, c'est que ça dépilait pas. Mais bon, pour une stack voilà, toute belle, en Go, machin, ça dépile pas. Et on était là, qu'est-ce qui se passe? Alors, on le voit, hein, c'est le nombre de workers end-to-end duration qui fait ouh, comme ça. Donc les workers, les workflows, ils mettaient beaucoup de temps à être processés, et les workers ont l'impression qu'ils foutaient rien. Donc on dit, mais c'est bizarre. Voilà. Et surtout, on s'est dit, bon, on sait pas, on scale les workers, ça ne changeait rien. On change les rate limits, on s'est dit, ça se trouve, on a été on a bridé trop fort. Et du coup, on enlève les rate limits, ça ne change rien. Quand même bizarre. Puis là, à un moment, on regarde le cluster temporal, on fait ah oui, en fait, l'history et le matching, ils prennent un peu cher. Ouais. En fait, on avait laissé des petites configs parce qu'on n'avait pas, sur le point info, on n'avait rien vu. C'est-à-dire que le cluster, il marchait très bien. Et là, le point .fr, ouais, le scale-up, il a pris un peu cher le cluster. Et surtout, on nous remontait des too many idle connections. Donc ça, c'est parce qu'on n'avait pas assez de requests sur le cube. Du coup, on a tout augmenté. Voilà, on a scale les services temporals, on a augmenté les requests, etc. Voilà. Et du coup, on se dit, vas-y, on apply. Alors, du coup, ça dépile, mais... Et pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il ne s'était pas arrêté. Hein. C'est juste qu'il n'arrivait pas à traiter. Mais il ne s'était pas arrêté. C'est-à-dire qu'il recevait des nouveaux workflows comme ça, et donc il a tout mis en queue. Et en fait, on s'est retrouvé avec 1 million de tasks en queue. Voilà. Mais quand on avait enlevé le rate limit. On l'a pas remis. Et du coup, il a fait 1 million d'événements en moins de 30 minutes. Et en fait, c'est carrément un autre service qui a explosé chez nous. C'est-à-dire que le truc, il a fait pff, ah. Et c'est typiquement le service qui envoyait les requêtes au registre. Donc on s'est dit, oh là 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 là. Non, parce qu'encore une fois, on n'est pas trop bête non plus. Donc on avait des connection pools, etc. Donc on n'a pas bourré les registres non plus. Mais par contre, on a eu des deny sur la pool. Il y a des moments où il y a eu des timeouts parce qu'il n'arrivait pas à envoyer assez vite et à récupérer la réponse assez vite. Donc il y a eu beaucoup de workflow fail. C'est aussi pour ça qu'on voulait les faire fail, parce que les temporales, par défaut, lui, ce qu'il fait, quand il fail,
C'est pas oh je fail, non, c'est je réessaye. Donc sur du renew déjà moyen, le retry automatique, mais en plus, si là, par exemple, dans un truc on bourre trop, bah réessaye, brrr, voilà. Donc ça on voulait pas. Donc on avait des workflows qui fail. Donc ce qu'on a fait, c'est que on n'a pas été bête, on a remis les configurations de rate limit. Voilà, on a relancé l'intégralité des workflows, parce que vu qu'on a idempotence, en vrai, on s'en fiche. Donc on a tout recommencé. Et voilà, et tout était... voilà, on a réglé ça en une journée, enfin moins d'une journée globalement. Voilà. Et du coup, le résultat de tout ça. Donc depuis, ça c'était notre mise en prod. C'était... Et encore une fois, rien n'était la faute de Temporal, c'est juste nous qui ne sommes pas forcément très dégourdis. Mais depuis, on a configuré le cluster temporal en auto-scaling et tout est stable. C'est-à-dire que vraiment, on n'a aucun problème, c'est même plus un sujet. C'est-à-dire on a découvert des choses qu'on n'aurait pas voulu découvrir. Voilà, on a vu des choses, on a exploré un nouveau monde. Parce que les robots Perl, ils faisaient un peu de magie de temps en temps. Et en fait, quand on remet les trucs carrés, on se rend compte que il y a des fois, ils faisaient vraiment de la magie. Voilà, mais sinon, temporal en tant que tel, c'est stable. Ça, voilà. Et en fait, c'est tellement stable et ça marchait tellement bien qu'en fait, on s'est dit, tiens, on va doubler les OP. C'est-à-dire que l'opération de renew va en popper une autre pour vérifier qu'on a bien renew quand même, à date anniversaire, pour être sûr. Et du coup, on a quasiment doublé les opérations par mois. Donc à la base, on devait en faire 300, on en fait 600 aujourd'hui. Et ça passe bien. On a migré 97% de toutes nos opérations de renew. Parce qu'en faisant feature flipping, donc extension par extension, réimplémentation par réimplémentation, etc. Donc on a migré 97%, donc il nous reste des petits irréductibles, mais on travaille dessus petit à petit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en faisant les choses au bon endroit, donc en gérant les tâches telles qu'on l'a fait, et surtout toute la partie requête des providers externes, on l'a factorisé dans un service dédié. Et en faisant ça, en fait, on a rationalisé nos workflows, donc on n'a plus qu'une seule implémentation de renew aujourd'hui, là où avant on en avait 6-7. Donc une seule implème, un seul workflow qui marche très bien. On est passé de 5 minutes d'exécution en moyenne à 2,5 secondes. Bonne, voilà. Donc, en plus d'aller vite, ça va vite aussi. En plus de prendre la charge, ça va vite. Voilà. Et on a utilisé Temporal pour faire d'autres dingueries. J'ai un peu de temps pour en parler. Ouais. Du coup, oui. Du coup, je vais le dire. On voulait migrer 350 millions de fichiers Perl archivés sur du S3 en JSON, archivés sur du Swift en JSON sur du S3. Et on avait de la ressource Kubernetes disponible en interne. Du coup, on a lancé 17 millions de workflows par jour qui faisaient, donc avec des limitations un peu vénères du genre le droit parce que voilà, sur 350 workers qui avaient le droit de faire que un seul exec Perl. C'est du Perl, hein. Donc c'est pas hyper parallèle. Donc en fait, on avait le droit de faire on avait fait en sorte qu'on pouvait faire qu'un seul exec Perl à chaque fois pour éviter justement que l'interpréteur se prenne les pieds dans le tapis. Et du coup, on a mis 20 jours. Voilà. Je ne sais pas combien de temps on aurait mis en Perl, mais ça aurait été la misère. Voilà, on a fait ça. On a vu d'autres bêtises, typiquement le non déterministic error dont j'ai parlé, on l'a vu sur... à un moment, on en a introduit un, mais dans des cas très spécifiques de timeout. Donc à un moment, on voit des graphes et on voit des courbes qui ont toujours été alignées, font comme ça. Mais aucun problème. C'est-à-dire que le truc, le serveur temporal, il tout saute pas, il n'y a pas de plus de lenteur, il n'y a pas de machin. Et en fait, c'était une non déterministique. Il faut savoir que par défaut, temporal, c'est encore de la config ça, mais par défaut, le non déterministique, il va quand même essayer de les retry. C'est la conf par défaut,
au lieu de faire fail le workflow, il a quand même essayé de faire de les retry, et du coup, ça en a changé la config, et d'un coup, pouf, voilà, c'est revenu, tac, c'est remonté direct. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Donc on apprend tous les jours. Moi, ce que je voulais montrer avec cette présentation, parce que souvent, c'est les questions que j'ai, c'est est-ce que ça peut fit mon besoin? Est-ce que ça scale? Donc ça peut fit mon besoin. Le mien, il est vraiment pas commun. Ça l'a fité, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ça scale? Oui, ça scale bien. Il n'y a pas de problème non plus. Voilà, donc j'ai tout un tas de liens utiles que vous pouvez consulter. Donc il y a le site, le GitHub, les cours ils sont très bien. La documentation officielle, elle n'arrête pas de changer, ils rajoutent tout le temps des nouveaux trucs, donc c'est vachement sympa. Les blogs, ils font des vrais cas concrets dessus. Un Slack qui répond du tac au tac, c'est vraiment hallucinant. Et du coup, ben, tous les samples des SDK dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il me reste 10 minutes, enfin un peu. Donc là, vous avez le choix. Soit je vous fais une petite démo, soit on passe aux questions. Petite démo? Ok, petite démo. Voilà. Voilà. Donc j'ai lancé mon petit serveur temporal tout à l'heure. Ah oui, c'est mieux si je quitte. S'il veut bien, oui. Hop. Ok, donc là, j'avais mon petit serveur qui est démarré depuis tout à l'heure. Tac. Là, j'ai mon code. Donc c'est le même que celui que vous avez vu tout à l'heure. J'ai peut-être bidouillé avec 2-3 trucs, mais voilà. Donc domaine status, il fait un call à un autre service. Premium status, il fait un call à un autre service aussi. J'ai mon main qui contient mon worker. Tac. J'ai fait un petit interceptor ici. Tac. Donc ça, c'est un peu pénible à faire, mais voilà. Globalement, il est là. Donc c'est celui que vous avez vu tout à l'heure. Et du coup, là, on peut s'amuser. Donc, je préviens, ça va cracher, c'est normal. Si on regarde mon activité, ici, elle fait un call, sauf que j'ai pas de service derrière, donc ça va forcément se planter. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. Du coup, si je fais un go, normalement je l'ai dans mon historique, hop, go run main.go. Pourquoi t'arrives pas à lancer le client, toi? Oh, l'effet démo, j'ai lancé hier soir, quoi. Si, c'est 7233. Ouais, dans le doute. Hein. Hop. Ok, le client, je suis pas fou, j'ai bien lancé le default au sport, c'est bien localhost 7233. Hop. Ouais. Tant pis, ça marche pas. Temporal, c'est pas bien. Non. On va se le faire comme ça. Tac. Est-ce que j'ai pas un truc qui tourne déjà depuis hier? Putain, c'est un problème ça. No enough host to serve the request. Not enough host. Non, je n'utilise pas Internet. Je suis en full local, normalement. No error, debug, no graceful stop. Ok, bon, tant pis. Tant pis. Donc, ouais, normalement, on lance, ça démarre. Donc là, je sais pas. Soit c'est parce que j'ai pas de réseau, soit c'est parce que c'est bizarre quand même. Soit il y a un truc magique. C'est pas grave. Je vais juste vous l'expliquer concrètement. Et du coup, comment ça se. Je vais aller un peu plus dans le détail sur comment ça se passe. Donc, il faut savoir que il y a deux trucs qui sont un peu perturbants avec Temporal. C'est quand on fait un execute activity, en fait, on a tendance à mettre le pointeur de la fonction parce que ça permet de garder, en fait, d'enregistrer et d'exécuter la même chose. Et quand on renomme la fonction, bah, ça évite
de devoir changer. Mais en fait, ici, là, on peut mettre une chaîne de caractères. C'est-à-dire que, en fait, lui, le fait de mettre un pointeur d'une fonction ou quoi que ce soit, une méthode ou ce qu'on veut, c'est du code, en fait, ça va juste extraire le nom de ce truc-là. Donc, dans le workflow, en fait, ce qu'on va exécuter, c'est un label. Donc ça, si vous avez envie d'en faire une constante, de faire ce que vous voulez, c'est pas un problème. Par contre, au niveau du worker, ici, c'est vraiment le code qu'il faut passer. Parce que c'est un pointeur vers une fonction qui, lui, il va exécuter. Donc on enregistre cette fonction-là dans le worker pour qu'il puisse l'exécuter. Voilà. Un worker, il écoute une queue, donc ça on en a parlé, mais il peut en écouter qu'une seule. C'est-à-dire qu'un worker par queue. Donc si jamais vous voulez faire différentes queues, genre délayer certaines tâches sur une autre queue, certaines activités sur une autre queue, et ben en fait, dans le workflow, vous pouvez faire un workflow with activity queue, normalement. With task queue, voilà ici, tac. Donc ça, on lui passe le contexte du workflow, on lui passe un nom, TotoQ, hop. Et ça donne un contexte d'exécution, hop, loupé, ouais. Activity, task, contexte, voilà, tac. Voilà, donc là, ça vous donne un contexte où, à chaque fois que vous allez exécuter une activité avec ce contexte-là, elle va être schedule sur cette queue-là. Voilà. Le problème, c'est que si on fait ça ici, là, si là, je mets AT-CX, donc ça, je ne pourrais pas vous montrer, c'est dommage, mais bon. Voilà, donc si on fait ça, en fait, aujourd'hui, mon worker, là, eh ben, il ne la dépilera jamais. Donc le workflow n'avancera pas. Voilà, il faut savoir que les workflows, par défaut, donc on parlait de retry, on parlait de queue, etc. Il y a aussi, par défaut, tout est circuit breaké. C'est-à-dire qu'il y a des timeouts sur tout dans le temporal. Donc, il y a des valeurs par défaut, mais on peut tout configurer. C'est-à-dire qu'on peut dire, je veux que, d'ailleurs c'est au niveau du workflow qu'on le gère ça, donc activity option, ici il y a une default activity option. Donc la policy de retry par défaut, ça se met là, donc dans les options d'activity du contexte du workflow. Donc il y a deux timeouts qui sont obligés d'être définis, c'est le schedule to close timeout et le start to close timeout. Donc le schedule to close, c'est le temps global avant que ça timeout quand c'est mis en queue. Et le start to close, c'est une fois que la tâche elle a activé, combien de temps maximum elle met pour s'exécuter avant que ça timeout et que du coup on considère que la tâche n'a pas été faite, ne peut pas être faite. Voilà. Et il y a la retry policy ici qui elle va dire par défaut mes activités là on va les retry on va les retry avec un intervalle de 5 secondes, un maximum intervalle de 1 minute, et avec un back-off ici et un nombre d'attentes maximum. Voilà, on peut configurer plein de choses sur la back-off policy. Et voilà. Et du coup, là, en fait, typiquement, ce qui serait passé si j'avais fait ça et que j'avais réussi à faire une démo correcte, en gros, il aurait fini par timeout et il aurait fini par fail tout seul le workflow parce qu'il aurait essayé et il aurait vu qu'à un moment sa tâche elle n'est pas prise et que le schedule to start il aurait timeout et du coup voilà. Voilà, je pense qu'on peut passer aux questions. Non, trop tard. Voilà. Merci. Si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir après, il n'y a pas de problème.